Bonjour, je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! J'accueille aujourd'hui Delphine Pi, psychologue spécialisée en TTC et co-créatrice de Psynergie, application de psychothérapie par chat vidéo. Avec professionnalisme, Delphine va nous parler de son parcours, son application et sa présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir Delphine et son application, ainsi que de répondre à vos questionnements sur cette nouvelle manière de réaliser une thérapie par chat vidéo. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour Delphine, bienvenue dans Mots de Psy. Merci de l'invitation. Je suis super contente de te recevoir. Merci pour ta disponibilité, surtout. Donc première question, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh bien, Delphine Pi, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Je suis présente sur Instagram et TikTok. Ouais. Et j'ai également co-créé une application de psychothérapie par chat vidéo. Oui, justement, on va parler de tout ça. Alors peut-être pour commencer, dis-nous qu'est-ce que c'est la thérapie cognitive et comportementale qu'on appelle TCC du coup ? Alors c'est une psychothérapie qui a été validée scientifiquement. Ce qui est important, c'est qu'il y a un rapport collaboratif entre le patient et son psy. Il y a la prescription de tâches. On veut rendre le patient expert de sa problématique. Donc, on va beaucoup passer par de l'explication, de l'éducation thérapeutique. Et on va expliquer et donner des outils au patient pour qu'il puisse gérer au quotidien. Donc, les outils sont de 3 types. Cognitifs, donc au niveau des pensées, le fait de les repérer et puis ensuite de les remettre en question. Les émotions, savoir comment ça fonctionne et avoir des techniques, des outils pour apprendre à les accepter et à les réguler. Et des techniques aussi comportementales. Ok, pour mettre en application et tester dans la réalité. C'est ça, alors ça peut être de l'exposition à ses peurs par exemple, pour petit à petit désamorcer les peurs au niveau du cerveau, ou ça peut être des techniques d'affirmation de soi, il y a pas mal d'éléments qu'on peut mettre en place sur ces 3 aspects-là. D'accord. Et où c'est que tu exerces en ce moment ? Comment ça marche un petit peu ton organisation ? Parce que tu l'as dit, tu as plusieurs activités, donc comment tu t'organises ? Alors, moi, je suis située à Clermont-Ferrand et pour le moment, j'ai 3 lieux de travail. Donc, je télétravaille plusieurs jours par semaine. J'ai encore des consultations à mon cabinet en centre-ville et également, je suis avec les équipes de l'application dans un espace de cowork à Clermont-Ferrand également. Ah, génial. Et du coup, qu'est-ce que c'est cette application alors ? Alors, l'application, c'est vraiment pour rendre accessible la psychothérapie à tout le monde. Parce que il y a pas mal de gens à qui la psychothérapie, aller chez un psy, ça fait encore peur, ou d'autres personnes qui n'y ont pas accès parce que elles peuvent pas sortir de chez elles, par exemple, pour certains troubles paniques, parce qu'elles n'arrivent pas à communiquer en direct avec quelqu'un pour certains troubles anxieux. Et donc là, on va faciliter l'échange parce que le patient, lui, il communique par écrit ou par message vocal, et le psy lui répond par des messages vidéo personnalisés. Donc tout se passe de manière asynchrone, ce qui permet aussi à des personnes qui n'ont pas le temps ou qui ont des horaires décalés de pouvoir accéder à de la psychothérapie. D'accord, et il a même été prouvé d'ailleurs que la thérapie asynchrone marchait très bien, voire même mieux que la thérapie en présentiel.
C'est ça, ça permet de vraiment désinhiber. Moi, il y a des gens qui me disent ça, je l'aurais jamais dit à quelqu'un en présentiel, quoi. J'aurais jamais osé dire ça à mon psy si je l'avais en face à face. Donc, il y a la possibilité de rester complètement anonyme si, par exemple, le patient s'inscrit avec le SSO. Et donc, ça permet de libérer la parole, quoi. Et ce que j'adore aussi dans l'application, c'est qu'on est beaucoup plus dans le quotidien de nos patients. C'est-à-dire, au lieu de le voir une fois tous les 15 jours, ben là, on a des petits échanges tous les jours avec lui. Donc, c'est beaucoup plus court comme échange, mais par contre, on a de l'information hyper pertinente. Parce que souvent, moi, ce qui me frustrait, c'est quand je posais des questions à mes patients, si je reprends l'exemple des troubles paniques, je leur demandais de me décrire leur dernière attaque de panique, ben, ils savaient plus trop ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient pensé. Il y a une perte d'information. Là, avec l'application, quand ils ont une attaque de panique, hop, ils sortent leur téléphone, ils notent tout dessus. Alors, c'est sûr qu'on a moins de quantité d'informations, mais l'information qu'on a, elle est hyper qualitative et ça permet aussi aux patients de faire vraiment une démarche de résumé. Oui, ils synthétisent, voilà, ils synthétisent l'information et donc il fait déjà un travail en fait. Oui. C'est vraiment un vrai travail thérapeutique. Oui, oui, tout à fait. Sur la partie cognitive, de dire comment je vais expliquer ça, etc., ben, ça commence déjà à travailler. C'est ça, parce que quand tu parles, tu fais pas attention au nombre de mots que tu vas utiliser. Quand tu tapes, déjà, tu fais un peu plus attention. Ça te demande un effort, forcément, donc tu vas synthétiser. Et donc, l'information qu'on a, elle est très puissante. Et puis, eux, du coup, vont se rendre compte, certainement, de ce qu'ils sont en train d'écrire. Et donc, ça a certainement un impact aussi de rester dans leurs pensées, dans leurs émotions. Ça a un impact directement sur ce qu'ils sont en train de vivre. Tout à fait. Ah oui, c'est super intéressant. Et du coup, donc, de base, quand est-ce que tu as eu cette idée ? Comment ça s'est mis en place ? J'ai eu cette idée juste avant mon congé mat. Donc, c'était en 2017. En fait, je suivais une jeune qui souffrait d'un mutisme sélectif. Et c'était hyper compliqué en séance. Elle ne réussissait pas à me parler, en fait. Donc, elle venait avec un accompagnant, des fois sa mère, des fois son père, des fois son compagnon. Et il y avait des allers-retours, quoi. Des fois, elle allait dans la salle d'attente pour parler, puis elle revenait ou elle chuchotait. Enfin, c'était vraiment pas satisfaisant parce que du coup, il y avait toujours un intermédiaire. Donc, je lui ai proposé de faire des visios. Et même en visio, elle n'arrivait pas à me parler, en fait. Et tout naturellement, à un moment, quand je posais des questions, elle s'est mise à taper sur son clavier. Donc elle écrivait et moi, je répondais en vidéo. Mais là, pour le coup, on était en synchrone. Mais ça m'a donné l'idée, quoi. Après, j'ai eu donc mon congé mat où ça a un peu maturé et je me suis dit, même pour les troubles paniques, pour les anxieux sociaux, ça pourrait vraiment être quelque chose qui s'adresse à un autre public que la psychothérapie aujourd'hui en cabinet. Parce que c'est vraiment ça, on touche une population qui n'aurait jamais fait la démarche d'aller chez le psy. Donc c'est un point d'entrée dans la psychothérapie, dans le soin, dans le soin mental. Et il y a beaucoup de patients, enfin il y a eu plusieurs patients qui m'ont dit après la prise en charge de Synergie, maintenant je vais aller voir un psy en cabinet. Ça leur faisait moins peur, donc ça a permis une étape en fait. Donc c'est pas le même travail qu'en cabinet et on s'adresse pas aux mêmes personnes. C'est génial et du coup effectivement tu as eu cette idée, tu as voulu la mettre en place, mais après concrètement comment tu as fait ? Parce que une application, le graphisme il est super beau, le site internet, tout ça, comment ça marche ? Alors, j'ai pris contact avec une agence de com pour faire un bêta-test. Donc, c'était vraiment une application très basique. Elle n'était pas très jolie, il y avait rien, mais c'était pour tester déjà le concept. Nous, on voulait vraiment valider le fait que ça marche, qu'il y ait une alliance thérapeutique qui se crée et que ce soit efficace. Donc, pendant 1 an, j'ai suivi des patients troubles paniques et phobiques, phobie simple ou phobie sociale. Et donc, j'ai suivi une centaine de patients gratuitement pour tester, pour valider. Et après ce long test, en fait, on a lancé la version commerciale et là, on a fait effectivement on a refait un travail sur l'application pour qu'elle soit plus jolie, pour qu'elle soit plus pratique à utiliser et côté psy et côté patient. Et donc, on a lancé la version commerciale, c'était en juillet 2020. D'accord, ok. Et la première. La toute première. Et du coup, il n'y avait que toi à ce moment-là qui répondait aux messages de tes patients ? Oui, c'est ça.
C'est ça, je répondais aux messages, je répondais oui. Donc il y avait que moi. Et à partir de février 2021, il y a Bérénice qui m'a rejoint. Donc ça a été la première psy à, à intégrer l'équipe. Et maintenant, on est 16. Voilà. Ah, c'est génial, 16. Et comment tu fais pour tes recrutements du coup? Eh bien, assez naturellement. Donc, il y a des psys que j'avais rencontrés, par exemple, à la fac, parce que je donne des cours à la fac dans le DU de thérapie cognitive et comportementale, et j'en donnais pour le master 2 de psychologie. Donc, avec les réseaux style LinkedIn, etc., il y a des personnes qui sont venues me voir pour savoir si je recherchais des psys. Après, j'ai fait plusieurs fois des annonces LinkedIn, des annonces sur les réseaux, Facebook, dans les groupes de psy, etc. Donc, ça permet de faire connaître l'application aux psys et qu'elles puissent intégrer l'équipe. Parce que pour les psys, il y a vraiment un côté pratique, en fait. Ça permet de combler certains trous dans l'emploi du temps, des créneaux qui sont un peu plus durs à remplir. Ça peut aussi permettre de rentabiliser, enfin c'est pas très joli comme mot, mais ça permet de rentabiliser des rendez-vous annulés au dernier moment. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ce qui arrive souvent. Voilà, donc c'est vraiment un complément pour les psys qui sont en libéral. Ça leur permet d'avoir une petite flexibilité, parce que c'est ça qui est chouette, hein. Moi j'adore travailler sur l'application parce que finalement je réponds quand j'en ai envie. Je suis pas contrainte par des horaires, par des rendez-vous, donc je m'organise comme je veux. Et dans la vie d'une psy, ça c'est précieux, parce qu'on alors on a la liberté de notre emploi du temps, mais une fois qu'il est calé, l'emploi du temps, pendant 15 jours, c'est un peu rigide. Donc là, c'est vraiment, ça apporte un peu de souplesse. Oui, et puis du coup, comme tu le dis, pendant 15 jours, parce que souvent, en fait, on a des rendez-vous à peu près tous les 15 jours. Là, la personne, elle peut te solliciter plusieurs fois dans la journée. Donc, alors, le psy répond une fois par jour. Voilà. Mais le patient, lui, peut du coup te solliciter, il n'a pas à attendre. Dans la journée, il n'a pas à attendre 15 jours. Non. Donc c'est très intéressant. Et j'imagine que pour lui, financièrement, c'est plus avantageux. Comment ça se passe pour le patient ? Alors, le patient, lui, il paye 30 € pour une semaine de psychothérapie, et c'est sans engagement. Donc, il peut se désabonner quand il souhaite. On a des patients qui, par exemple, font une semaine sur 2 de psychothérapie. Ils font la semaine, et puis après, ils mettent en application, puis ils reviennent. Donc, c'est assez souple. Voilà, on a voulu quelque chose de très souple. Super. Et ils choisissent la personne qui lui répond ? Oui, c'est ça. On va mettre en place justement un système pour proposer les psys les plus adaptés à la problématique, mais pour le moment, il a le choix dans tous les psys disponibles. Okay. Il y a une petite description, une petite vidéo de chaque psy avec sa formation, ses spécialités. Donc, ça permet aux patients de choisir. Quel travail de dingue, c'est génial. Super. Du coup, au début, tu as eu, j'imagine, quelques personnes pour qui l'application était destinée, donc peut-être des personnes qui souffrent de troubles anxieux, de phobies. Est-ce qu'après, ça s'est un petit peu ouvert sur les types de patients ? Oui, tout à fait. On a ouvert aux troubles de l'humeur légers et modérés, l'affirmation de soi, la confiance en soi, les TCA. Ça marche pas mal avec les TCA, justement. Super. On fait aussi un peu de guidance parentale. On a certains psys qui sont spécialisés là-dedans. Et on a un psy qui est psychologue du travail. Donc, pour tout ce qui est burn-out, stress au travail. Voilà. Donc, on essaye un peu d'étendre toutes les possibilités de prise en charge. Ouais, c'est super. Donc, par rapport à ce que tu pensais au départ, ou en tout cas le public à qui c'était destiné, là, c'est vraiment en train de s'ouvrir. Et quels sont, même si, pareil, j'aime pas trop ce mot, mais quels sont les résultats ? Qu'est-ce que tu remarques sur tes patients ? Alors, ce que je remarque, c'est que, par exemple, pour une phobie simple, ça va être beaucoup plus rapide qu'en cabinet. Et il y a plusieurs raisons. C'est que
par exemple, en cabinet, quand tu pars sur une échelle de la peur et que tu prescris un exercice à un patient, un exercice d'exposition, comme par exemple, je sais pas, regarder des photos de chiens pour la phobie du chien, en fait, si c'est trop facile, tu perds facilement 15 jours de thérapie. Ouais. Parce que peut-être qu'au bout de 2 expositions, le patient, il va plus du tout avoir peur, ça va être être réglé. Et donc, il faut qu'il attende 15 jours avant de passer à l'étape suivante. Alors que là, finalement, dès que c'est OK, une étape, hop, on passe à l'étape d'après. Et le fait que ce soit sur l'application, que tu vois directement l'image sur l'application, que tu peux suivre tes expositions sur l'application, ça permet d'être vachement engagé, en fait. Les patients font beaucoup plus leurs exercices qu'en cabinet et sont beaucoup plus observants. Ah ouais, c'est super intéressant. Tu vois, j'étais intriguée de cette application parce que je te vois sur les réseaux sociaux depuis longtemps et je trouvais ça toujours, je me suis toujours questionnée de comment vraiment ça peut marcher. Et effectivement, là, tu me convaincs totalement. Je comprends beaucoup mieux comment ça marche. Ouais, c'est super. Et justement, en termes d'alliance thérapeutique, tu disais tout à l'heure, comment ça marche? Parce qu'on pourrait se dire, avec l'écran, l'alliance thérapeutique, surtout que c'est asynchrone, c'est pas tellement l'écran, c'est la synchronicité. Comment ça marche? Ça marche bien. Moi, j'ai eu une stagiaire de M2 pendant 1 an, justement, pour valider le fait qu'il y ait une bonne alliance thérapeutique. Et donc, c'est ce qui est ressorti de son étude. Hein. L'alliance est vraiment là, et des deux côtés. Alors que moi, par exemple, j'ai jamais vu le visage de mes patients. Et des fois, je connais même pas leur prénom, parce qu'ils peuvent prendre un pseudo. Mais tu sais que, par exemple... ce patient-là, tu le connais un peu, tu vois. C'est assez étrange comme relation, mais l'alliance est vraiment présente. Oui, c'est pas si différent des réseaux. C'est-à-dire, tu suis des gens, tu les vois, tu t'attaches un peu, tu vois, à eux. Donc, il y a une forme d'attachement, une relation qui se crée et qui fonctionne bien. Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça peut être comme des forums ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, c'est la première fois qu'on se parle, mais j'avais pourtant l'impression de te connaître parce que du coup, des fois, ça m'arrive à dire à mon conjoint, ah tiens, regarde, Delphine, elle a fait ça, c'est rigolo. Ah tiens, et alors qu'on se connaît pas. Et donc, c'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, on a l'impression d'avoir un lien, alors qu'au final, c'est à travers des écrans, on s'est jamais rencontrés. Donc, j'imagine que ça marche pareil sur l'application. Oui, c'est ce qu'on appelle des relations parasociales. Ouais. Et donc ça existe depuis toujours, hein, mais ça bloque pas du tout la création d'une bonne alliance thérapeutique. Au contraire, parce que les patients, ils ont l'impression d'être suivis vraiment dans leur quotidien. Oui. Moi, c'est vraiment ça, j'aime beaucoup le fait qu'on est là vraiment au quotidien. Alors, l'idée, c'est pas de les rendre dépendants, hein, c'est au contraire, c'est d'avoir ce suivi avec le patient au moment où il en a besoin. Et après, on peut espacer, prendre 1 semaine sur 2, 1 semaine sur 3, etc. Mais le temps de la thérapie, d'avoir son psy et de pouvoir avoir un retour sur les exercices, sur les questionnements qu'on a tous les jours, c'est vachement rassurant et ça permet d'avancer plus vite. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si tu avais utilisé un peu ce qu'on pourrait reprocher au portable, de toujours être à disponibilité, que tu l'avais utilisé en fait pour le travail thérapeutique et que c'était même quelque chose de positif. Et donc, du coup, tu fais beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, tu as TikTok et Instagram. Quand est-ce que tu as commencé ? Alors, Instagram, j'ai commencé en 2020, en même temps à peu près que l'application. Et au début, je faisais pas mal de petites infographies. Voilà, c'était pas vidéo, quoi. Je faisais des illustrations plutôt axées troubles anxieux. Et puis après, j'ai un peu dérivé sur le format vidéo. Et quand je suis passée au format vidéo sur Instagram, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller déjà regarder d'où venait ce format vidéo. Donc, ça vient de TikTok. Hein. Et donc, quitte à publier, autant publier sur les 2 réseaux. Donc, voilà un petit peu comment s'est fait mon raisonnement. Et puis ensuite, j'avais vraiment à cœur d'aider un peu, de faire ma part pour tout ce qui est prévention, sensibilisation pour les jeunes, parce que je trouve que c'est une population qui a été très très touchée par la crise sanitaire, et donc j'avais vraiment envie de faire un peu ma part, d'apporter quelque chose à cette population-là.
Et voilà, donc TikTok, c'est venu comme ça. Et justement, ça marche bien? Oui, ça marche bien. Alors, c'est très différent comme format que sur Instagram. C'est-à-dire, il y a des vidéos que je vais pas poster sur Instagram parce qu'elles sont moins adaptées au format. Le format TikTok, il est plus naturel, il est plus sans montage, sans filtre. Voilà, enfin sans filtre. Je veux dire, on est beaucoup plus naturel. Alors que sur Instagram, il y a besoin quand même un peu plus de montage, de montrer l'information d'une autre façon. Et j'ai pas le même public du coup sur les deux réseaux. Sur TikTok, j'ai plutôt des jeunes, 15-25 ans. Sur Instagram, j'ai plutôt je sais pas, 25-45, plutôt professionnels de santé. Donc c'est pas du tout le même public, et donc je m'adapte. Mais c'est deux réseaux que j'aime beaucoup, et c'est vrai que c'est assez sympa comme ça de produire du contenu pour ces deux publics-là, et d'avoir de bons retours, voilà, d'avoir le sentiment d'apporter un peu voilà, des informations, des tips. C'est sympa. Et justement, sur TikTok, les 15-25 ans, je trouve ça super intéressant de pouvoir toucher cette population-là qui, je pense, est très loin du monde des psychologues, et de pouvoir s'adapter à eux, leur contenu, à ce qu'ils aiment voir, et que tu puisses t'adapter pour les toucher. Et potentiellement que peut-être que certains, ça leur donne l'idée d'être accompagnés un jour s'ils en ont besoin. C'est génial. Ah oui, moi je suis vraiment ravie quand j'ai des jeunes qui me disent ah ça y est, j'ai pris rendez-vous avec un psy, j'ai moins peur, voilà, de casser un peu cette image de psy qui est distant, inaccessible, qui parle pas. Voilà, d'essayer de casser ça, et de leur permettre d'accéder à la psychothérapie s'ils en ont besoin. Ouais, ça je trouve que c'est chouette. Ouais, c'est génial. Et ça vient d'où toutes tes idées de tes vidéos? Parce que t'en fais pas mal, et puis elles sont toutes différentes, et elles sont super rigolotes. Ça vient d'où? Peut-être de tes enfants, des amis, des choses que t'entends? Alors, je pense que j'ai toujours été assez créative, et à mon cabinet, par exemple, donc il y a pas mal, je sais pas, de métaphores ou d'explications finalement que je m'étais créée pour expliquer à mes patients. Donc là, c'est juste, je les adapte en vidéo. Et après, souvent, j'utilise une tendance, donc je pars d'un son ou d'une musique, et je me demande, tiens, qu'est-ce que je pourrais raconter de psycho à partir de ça. Donc oui, c'est comme ça que je fais. Après, je me prends pas trop la tête. Je sais que il y a pas mal de gens qui disent, par exemple, il faut se bloquer une journée dans la semaine où on crée du contenu et on fait que ça. Et après, moi, je suis incapable de faire ça parce que, je fais ma vidéo au moment où j'ai l'idée. Et je la poste au moment où elle est prête, quoi. J'ai vraiment du mal à programmer mes publications. Voilà, et puis je pense que ça m'enlèverait vraiment du plaisir à le faire. Oui. Si ça devenait comme ça une contrainte, il faut que je publie. Bon, il y a des fois je publie pas de 4 jours et puis ça me pose pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est quand j'ai le temps, quand j'ai l'idée, quand j'ai l'envie. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, la création de contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose d'assez chronophage, où on peut s'imposer un rythme, et chercher des idées qui viennent pas parce qu'on les cherche du coup. Et que là, ça te vient, tu le fais, certainement que ça se remarque sur tes vidéos. Après, il y a des vidéos qui sont plus construites parce que j'ai l'idée, donc je la note, et puis après, il me faut du matériel pour la mettre en place. Donc, il y a aussi ce type de vidéo-là. Ouais, je pense que je suis assez spontanée et naturelle, quoi. J'essaye de faire les choses comme elles viennent parce que pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, en fait. Et j'ai pas envie qu'il en soit autrement. Alors justement, ça t'apporte du plaisir, mais quoi d'autre peut-être? Alors moi je trouve, je sais pas si tu as ce même retour-là, mais par exemple sur Instagram, mais même sur TikTok, hein, la communauté psy est vraiment hyper sympa. Moi j'ai rencontré pas mal de psys d'Insta en vrai, et je trouve que c'est chouette. Et ça, je pense que dans d'autres professions on retrouve pas ça. Je pense qu'il doit y avoir de la compétition, un peu de la rivalité. Chez les psys, pas du tout. Il y a vraiment une vraie ouverture. Et même, il n'y a plus du tout de garde-chapelle comme ça peut se faire un peu à l'extérieur
dans nos cabinets, voilà, les psychanalystes contre les TCC, etc. Je trouve que sur Insta, on retrouve pas du tout ça. Les gens sont hyper tolérants avec la pratique des uns et des autres, hyper intéressés, et j'aime beaucoup, voilà, cette communauté psy. Et ça, c'est vraiment le gros cadeau des réseaux. Je m'attendais pas du tout à ça quand je me suis lancée dans les réseaux, et je pense que je me suis fait vraiment de vrais amis, voilà, grâce aux réseaux. Ah, c'est génial. Oui, mais je suis d'accord avec toi, clairement. Quelque chose que cette rivalité qui pourrait se passer effectivement à l'extérieur des réseaux sociaux, les idées qu'on peut avoir, les fausses idées, les fausses croyances qu'on peut avoir sur les autres types de spécialités professionnelles, en fait, ouais, clairement sur les réseaux, pas du tout. Mais peut-être parce qu'on voit la personnalité à travers les posts, à travers les stories des psychologues. Donc du coup, cette image ou cette idée qu'on pourrait avoir se déconstruit toute seule. Oui, je suis d'accord avec toi. Et j'ai vu que tu avais participé à une soirée TikTok, me semble-t-il. Alors, comment t'as trouvé ça? Tu t'es dit, ok, j'y vais. Enfin, comment ça s'est passé? Parce que je trouve ça génial que moi, que les psys puissent participer à des soirées TikTok avec plein de jeunes et d'être représentés. Oui. Ouais, c'était hyper sympa. Alors la première, la première, je pétochais un peu parce que justement je me trouvais un peu vieille pour ça et je connaissais personne en fait. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et en fait, ça a été hyper sympa. Pareil, j'ai fait des rencontres. Alors, je sais pas, sur Instagram, elle est peut-être moins connue, mais Katie, la tabacologue, qui est vachement sympa, qui fait un travail pareil de prévention, de sensibilisation pour l'arrêt du tabac, qui est vraiment top. J'ai rencontré aussi le Cœur Net, médecin généraliste, qui est sur les réseaux. Qui est top également. Et puis après, j'ai rencontré des jeunes. Donc, j'ai rencontré le mentaliste, Charlie, de TikTok. Donc, oui, on rencontre des gens. C'est un peu improbable, mais on s'entend bien. C'est sympa. Et franchement, c'est hyper bonne ambiance, quoi, ces soirées. C'est des jeunes qui se prennent pas la tête, qui ont juste envie de s'amuser et de partager. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Génial. Et à l'origine, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être psy ? Alors, moi, j'ai toujours aimé la psychologie, vraiment. Je lisais pas mal de livres de psycho, de développement personnel. Mon père est psychiatre, donc je pense que des fois, quand il parlait à table de certains cas de ses patients, ça me passionnait, quoi. Vraiment, ça m'intéressait énormément. Et en fait, voilà, donc quand j'ai voulu... j'ai été en échec scolaire, donc j'ai fait du commerce et du marketing après mon bac pro parce que c'était, je dirais, la suite logique de mon bac. Et quand j'étais en DUT, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans mes cours, c'était les cours de marketing et notamment, voilà, essayer de comprendre le comportement humain. Voilà, j'ai fait mon mémoire sur les directions que tu prends dans une grande surface. Donc, en gros, pourquoi on tourne à droite quand on rentre dans un supermarché et de faire le suivi finalement du parcours client. Et moi, ça me passionnait de comprendre pourquoi. Alors, ce qui me plaisait moins, c'était de m'en servir pour faire de l'argent. Ça me plaisait moins. Là, le côté vraiment commercial me plaisait pas du tout. Mais la compréhension du comportement humain, oui, ça me plaisait. Donc, à la fin de mon diplôme, je me suis dit non, il faut que je reparte en psycho, quoi. Ce serait trop dommage de passer à côté. Donc j'ai repris psycho en première année. Ah, c'est génial. Et après, comment ça s'est passé dans ton parcours ? Alors j'avais fait plutôt psycho du travail justement parce que je restais dans l'idée que je voulais pas que mes études m'aient servi à rien. Voilà, j'avais fait du droit, de l'économie, donc je me suis dit il faut que je fasse de la psycho du travail. Donc j'ai pris toutes mes options en psycho du travail. Et puis à l'époque, l'admission se faisait entre le M1 et le M2. On postulait à la fin du M1. Et donc j'ai postulé moi que pour un seul master, le master psycho du travail, et j'ai été refusée. Oui, j'ai planté mon entretien complet. Et cela dit, j'étais assez enceinte, donc c'était pas plus mal parce que du coup j'ai eu une année tranquille avec ma fille. Et pendant cette année, je me suis inscrite au DU de TCC. Voilà, je me suis dit ça peut me garder un pied dans la psycho. Et puis la TCC, ça m'intéressait. Donc j'ai commencé la TCC comme ça. Et en fait, ça a été la révélation. Je me suis dit non, mais moi je veux faire de la clinique, je veux faire des TCC. Donc j'ai repostulé l'année d'après en clinique et j'ai été prise. Donc voilà. Et est-ce que justement, si
Si tu te souviens de cette Delphine qui était en M2 et que tu regardes ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu pensais en arriver là, avoir ces idées, ton application Non, pas du tout, hein, parce que j'étais plutôt une jeune, je dirais, très anxieuse, très peu sûre de moi. Et oui, non, je me serais pas imaginé. J'ai d'ailleurs presque pas osé me lancer en libéral, quoi. J'ai eu beaucoup de doutes. C'est mon mari à l'époque qui m'a vraiment voilà, soutenue, poussée pour que je me mette en libéral tout de suite après mes études. Mais je pense que j'étais pas sûre de pouvoir y arriver, quoi. J'étais pas hyper sûre de moi, non. Et j'ai lancé un libéral de suite après. T'as exercé combien de temps avant de lancer ton application? Eh ben, alors, je me suis mise en libéral en 2009 et l'application, donc, 2019. Donc, 10 ans après. 10 ans après. Ok. Mais là, du coup, tu continues quand même ton libéral à côté. Oui, alors je suis en train de clôturer quand même parce que ça me prenait trop de temps et que j'ai de plus en plus besoin de travailler sur l'application. Donc là, il doit me rester une vingtaine de patients au cabinet, mais je prends plus de nouveaux et voilà, je suis plutôt dans une phase de clôture de l'activité pour pouvoir vraiment mettre toute mon énergie sur l'application. Et puis, je suis des patients sur l'application aussi. Alors, quels sont tes projets du coup? Donc, finaliser ton cabinet, te concentrer sur l'application, mais est-ce que tu as d'autres projets? Oui. Alors moi, j'ai découvert vraiment une vraie passion pour la création de contenu. Donc c'est vrai que créer du contenu pour d'autres personnes ou créer voilà, du contenu aussi pour moi, pour le diffuser, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais aller. Par exemple, faire des documentaires. Alors là, c'est aussi en projet de faire une chaîne YouTube, mais j'avoue que je prends pas trop le temps. Je procrastine un peu le truc. Je remets toujours au lendemain. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment me libérer une partie de mon temps pour faire de la production de contenu. Ça t'irait très très bien. Moi, je vais suivre ça de près. Parce que franchement, j'adore ce que tu fais. Tu me fais trop rire. Merci. C'est vraiment génial. Ouais. Des fois, c'est touchant aussi. Et puis des fois, c'est fait avec humour. Et donc, du coup, je trouve que le message, il passe vachement bien. Parce que du coup, on s'en souvient. On se dit, ah oui, elle a utilisé ça, elle a pris telle métaphore, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, du coup, ça marche super bien. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu trouves de passionnant dans ton travail ou comment dire, qu'est-ce qui te plaît, tout simplement? Moi, c'est l'humain qui me plaît le plus. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment le cœur de ce que j'aime. Après, voilà, là, mon nouveau métier qui est d'accompagner aussi les psychologues, de les former. Ça, je trouve ça passionnant. Puis on a une chouette équipe de psychologues, donc c'est vraiment très bien, avec des profils différents. Je trouve ça vraiment très enrichissant et très sympa. On a un travail d'équipe en fait, et ça c'était important pour moi parce que je trouve que quand on est en libéral, on se retrouve très seul. Et là, moi, l'idée c'était aussi de créer vraiment une vie d'équipe. Donc on se rencontre tous les 15 jours en visio avec les psys de l'application. On fait une intervision par mois et un webinaire par mois dans l'esprit voilà, de continuer à progresser, à s'apporter. Et les webinaires, des fois, c'est des filles de l'équipe qui le font. D'accord. Donc, par exemple, j'avais Jessica, celle qui est sur l'épisode 2 du podcast, qui a une formation pour l'éthique et Gilles de la Tourette. Et donc, elle m'a dit, tiens, ça pourrait peut-être intéresser les autres psys. Est-ce que tu veux que je te fasse le prochain webinaire sur ça? Oui, c'est chouette. Donc, comme on a toutes des formations différentes, on peut partager. Il y a Lyria qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est thérapie d'acceptation et d'engagement, qui nous a fait un webinaire sur les valeurs. Bérénice nous en a fait un sur les troubles anxieux. Donc voilà, je trouve que c'est très très chouette parce que il y a vraiment l'esprit du partage et de la progression. Ouais, collectif du coup, donc vous mutualisez vraiment les compétences. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc justement, tu as mentionné le podcast. Alors oui, tu as commencé un podcast Psynergie aussi. Oui. Explique-nous ce que c'est. Alors l'idée, c'est vraiment de casser un peu les clichés sur les psys
Et chaque épisode a un thème, donc une spécialité d'une des psys, celle qui est donc interrogée. Donc voilà un peu l'idée du podcast. Et c'est vrai que c'est venu en fait de la responsable patientèle de Psynergie, donc qui m'aide à traiter les questions, les demandes des personnes sur l'application. Et en fait, elle a un podcast, elle a créé un podcast, et donc là, elle est en train de professionnaliser cette compétence. Et donc, elle me disait, ce serait chouette, Delphine, que tu fasses un podcast. Et donc, je me suis dit, oui, c'est vrai que ce serait chouette, mais je cherchais une idée. Et donc, ensemble, on a réussi à trouver cette idée-là. Moi, c'était important de mettre en avant l'équipe. De se dire, Psynergie, c'est pas que Delphine, c'est vraiment une équipe de psy, compétente. Et donc, on va les mettre un petit peu en avant. Et ensuite, Chloé a eu l'idée, de casser les clichés sur les psys, etc. Donc c'est elle qui me fait vraiment le podcast. C'est elle qui fait la production, qui fait le montage. Donc elle s'occupe de tout. Et donc chaque épisode présente une psy de l'application. Et ça peut permettre aux patients de choisir son psy en ayant plus d'informations sur lui. Oui. Et aux personnes, j'imagine aussi de l'extérieur, de pouvoir découvrir le champ d'intervention des psys. C'est ça. L'épisode 1 est sur la dermatillomanie et le 2 sur les tics et Gilles de la Tourette. Oui, donc c'est vraiment des problématiques spécifiques qui sont peut-être inconnues du grand public, et donc c'est intéressant de pouvoir les mettre en avant aussi. C'est ça. Super. Et quelle serait la chose qui te plaît moins dans ton travail ? La compta, purée. C'est sorti du fond du cœur. La compta, alors ça, c'est ma bête noire. C'est vraiment l'horreur. Mais je vais me faire aider. Je crois. Parce que vraiment, c'est pas là où je suis le plus compétente. Et ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et vraiment, je déteste ça. Ok. Et à part la compta, il y aurait autre chose ? Non. Après, j'aime bien tout. J'aime bien aussi le travail avec les développeurs. Je trouve que c'est enrichissant, même si au départ je comprenais rien. Quand ils parlaient, il a fallu apprendre un peu le langage. C'est vraiment une nouvelle langue. Oui. Mais c'est vachement sympa, d'expliquer nous ce qu'on veut en tant que psy. Je veux un outil qui fasse ça. Par exemple, là, on est en train de développer les colonnes de Beck, pour auto-observer les pensées. Donc, j'explique ce que je veux. Eux, faut qu'ils comprennent aussi, faut qu'ils décodent le psy. Et puis après, qu'on se mette d'accord sur « Ah non, ça, Delphine, c'est pas du tout possible. Il y en a pour 3 mois de développement, mais on peut te proposer ça, et ça, en 15 jours, c'est OK. » Donc voilà, faut réussir à communiquer et à trouver des compromis. Ok, très bien. Alors, une question fil rouge. Est-ce que toi, tu as déjà été accompagnée par un psy ? Oui, alors j'ai été bilantée, moi, enfant. J'ai un trouble de l'attention sans hyperactivité et une dyslexie. Donc voilà, j'ai été accompagnée pour ça. Mais bon, à l'époque, il y avait quand même peu de choses qui étaient mises en place. J'ai été suivie par une orthophoniste, mais je crois une dizaine de séances. Ouais. Ah oui. Ok. Et après, plus tard, dans ta vie d'adolescente, d'adulte, t'as pu être accompagnée ? Ça m'est arrivé, oui. Ok. Pour clôturer, est-ce que t'as peut-être un message à faire passer ? Alors, le message le plus important, je crois, c'est que si on se sent mal dans sa vie, si on se sent débordé par ses émotions ou par une problématique, il faut pas hésiter à aller consulter un psy. Voilà, c'est vraiment ça le message. On est là pour vous aider. Merci beaucoup. Et moi, le message que j'aurais à faire passer, c'est que si vous voulez de la douceur et de la bonne humeur et de l'information, allez voir le compte Instagram de Delphine. Il y a tout ça dedans. C'est gentil. Merci. Merci à toi pour cette interview. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. L'application, si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Des personnes justement je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Merci beaucoup Delphine pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. C'est vraiment sympathique. À très vite pour le prochain épisode. À bientôt, merci. Au revoir. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté.
et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perinegaillard.psychologue.com.